Dans l'approche behaviorale, on croyait que pour guider les élèves, il suffisait de leur donner la liste des comportements qu'ils devaient atteindre. Donc, on leur donnait la liste des objectifs à atteindre et on se disait que l'étudiant était guidé du fait qu'il savait qu'il avait tel comportement, tel comportement, tel comportement à atteindre. Alors, dans l'approche cognitive qui est née par la suite, on s'est dit que pour guider les élèves, il valait mieux, au lieu de leur donner une liste de comportements à adopter, leur donner le modèle d'organisation, de structuration ou de démarche qu'ils auront à faire au niveau de leur cerveau. Alors, on a développé, surtout avec le professeur David Ausubel, une technique qui s'appelle en anglais Advanced Organizer et en français le structurant initial. C'est-à-dire qu'on donne à l'élève un modèle de quelque chose qu'il sait déjà faire. Et on lui dit, tu vois, tu as déjà fait cette chose-là, ou tu comprends telle chose, eh bien, dans mon cours, tu auras à appliquer le même modèle. Je vous donne un exemple d'un structurant que j'ai utilisé dans un cours, qui est l'exemple du puzzle, l'exemple du casse-tête, comme on dit chez nous, ou du puzzle, comme disent certains Français. Alors, je donne aux étudiants à ce moment-là comment on fait un puzzle. Alors, on a un ensemble de morceaux, un ensemble de pièces qui ne sont pas agencées. Et le jeu, c'est d'arriver à les agencer de manière à ce qu'une image claire apparaisse. Donc, dans le cours, c'est un peu la même chose. On va commencer avec un ensemble de notions qui ne sont pas agencées, mais à la fin du cours, il faudra que l'étudiant ait une idée claire du sujet. Alors, le puzzle, on commence à faire le puzzle en identifiant d'abord les pièces périphériques. Donc, les pièces qui ont un côté droit. Alors, toutes les pièces qui ont un côté droit, ça signifie que ces pièces-là ne sont pas partie intégrante de l'image à créer, mais elles définissent un cadre, elles définissent l'environnement dans lequel l'image apparaîtra. Alors, c'est un peu la même chose. Dans le cours, nous allons d'abord définir ce qui entoure la notion d'enseignement, par exemple. Donc, toutes les notions liées au développement, toutes les notions liées à l'apprentissage, toutes les notions liées à la croissance. Donc, ces notions-là sont des notions périphériques, des notions qui encadrent l'enseignement. Alors, une fois que le cadre du puzzle est créé, la deuxième étape, alors donc dans notre première étape, on a créé un cadre. Maintenant, il faut remplir l'intérieur. Alors, dans un premier temps, nous avons vu des notions périphériques. Dans un deuxième temps, nous allons remplir ce qui va être dans le puzzle. Et pour ce faire, on va se référer à l'image qu'il y a sur la boîte du puzzle. Et c'est cette image-là qui va guider la construction que nous ferons à l'intérieur du cadre. Alors, quel est pour l'enseignement, quel est le référent pour créer un cours? Le référent pour créer un cours, c'est le programme. Alors, le programme, il donne l'image totale de ce que la formation va donner. Et le plan de cours va donner l'image partielle d'une section de ce programme. Alors, vous voyez, dans un premier temps, on a fait le cadre. Dans un deuxième temps, nous allons remplir ce cadre avec les deux notions de programme et de plan de cours. C'est bon. Donc, avec l'image du puzzle, vous voyez que l'étudiant a compris que dans un premier temps, on va aborder les notions périphériques. Dans un deuxième temps, on va aborder les notions spécifiques grâce à deux éléments, le plan de cours et le programme. Eh bien, dans un troisième temps, il faut agencer les morceaux.
Alors, agencer les morceaux, ça veut dire qu'il faut situer le cours par rapport au cours qui précède, par rapport au cours qui suit. Donc, chaque pièce, chaque cours doit être intégré dans une séquence de cours. Alors, c'est la troisième image ou le troisième élément de cette image du puzzle où le professeur, au-delà du plan de cours, va apprendre à le situer par rapport à ce qui précède et par rapport à ce qui suit. C'est un exemple d'Advanced Organizer ou de structurant initial. Donc, pour guider le cheminement de l'étudiant dans le cours, pour lui dire voici les étapes à suivre. On pourrait utiliser une autre forme de structurant, par exemple un principe. Alors, la force d'une chaîne est définie par son plus faible maillon. Si j'ai une chaîne avec de gros maillons, mais un tout petit, si je tire dessus, c'est le petit qui va briser. Alors, cette chaîne, ça veut dire que lorsque je l'applique, par exemple, en électrotechnique, si j'ai des baffes très puissantes, mais que mon ampli est faible, c'est la force de l'ampli qui va définir la force de mon système et non pas la force des baffes. Alors, vous voyez, en utilisant un principe comme celui-là, dans chacune des situations, je demanderai aux étudiants d'identifier quel est le maillon le plus faible. On peut donner d'autres formes de structurants aussi, alors que ce soit des images ou que ce soit, par exemple, des schémas à compléter. Donc, la variété est assez grande des structurants initiaux, mais ce qui est important, c'est que ce soit une bonne illustration du cheminement d'apprentissage que les étudiants auront à faire dans le cours. Donc, c'est une technique qui va au-delà des comportements à acquérir et qui guide les phases de l'apprentissage. Alors, dans cette capsule, nous allons aborder les notions fondamentales de l'évaluation. Alors, avant d'entrer dans le détail et les types d'évaluation, nous allons réfléchir sur ce qu'est l'évaluation. Alors, l'évaluation, c'est quelque chose que nous faisons constamment. Alors, toutes nos actions sont basées sur une évaluation. Si je décide de m'enfuir face à un brigand qui me menace, c'est parce que j'ai évalué que ce brigand était plus fort que moi. Si je décide de l'affronter, c'est parce que j'ai évalué que j'étais plus fort que lui. Donc, le jugement que nous portons, c'est toujours ce qui va nous conduire à une décision. Alors, qu'est-ce que c'est évaluer? Eh bien, c'est de prendre connaissance d'une situation, à ce que nous allons appeler la mesure. Alors, prendre connaissance d'une situation, c'est donc mesurer. Pour porter un jugement, c'est évaluer pour décider d'un agir à adopter. Donc, vous voyez, il y a trois moments. Alors, la mesure, c'est-à-dire prendre connaissance de la situation, en prendre connaissance de façon réelle. Pour ensuite porter un jugement, c'est l'évaluation, donc la mesure et l'évaluation, pour ensuite prendre une décision. Malheureusement, en enseignement, nous avons souvent défait ces trois phases. Donc, la mesure, c'est simplement la remise de notes, la remise de chiffres, et on s'arrête à la mesure. Et pour ne pas porter de jugement, on a établi que la note de passage était, par exemple, 10 sur 20. Donc, automatiquement, si quelqu'un a 10 sur 20, il passe. On ne porte pas de jugement. Mais comme Bloom nous l'a bien indiqué dans un exemple très simple, alors il nous dit que si la moyenne est toujours ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante, si dans une étape je dois enseigner les lettres de l'alphabet à un étudiant et qu'il maîtrise 50% des lettres, dans la phase suivante où l'élève doit lire, est-ce qu'il arrive à lire avec 50% des lettres? Impossible. Il faut 100% des lettres. Il faut connaître 100% des lettres pour arriver à passer à la phase suivante qui est la lecture. Donc, on ne peut pas toujours procéder avec la moyenne. Il y a des critères à se donner. Il y a un jugement à porter. Il y a une évaluation à faire. Et donc, les enseignants
qui essaient de se sauver de cette phase se nuisent en ne remettant que des notes et en ne portant pas de jugement, ce qui leur évite d'avoir des critères. Eh bien, on en reste à une phase qui est assez peu utile, qui ne fait que prendre connaissance des situations. Donc, il faut qu'il y ait un jugement et il faut qu'il y ait des décisions de prise aussi. Alors, encore là, si on remet les notes et c'est fini, bien, il n'y a aucune décision de prise ni par les personnes ni par l'administration. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un étudiant qui est près de la moyenne? Alors, comment on fait pour corriger une situation où j'ai un grand nombre d'étudiants qui ne réussissent pas? Dans la vie, l'évaluation subjective est bien suffisante. Alors, on voit dans le dessin suivant que le père trouve qu'il projette son fils à une hauteur bien raisonnable puisqu'il arrive à le rattraper facilement. L'enfant, lui, trouve il est allé très haut parce qu'il trouve ça amusant. Alors que la mère, elle, trouve que l'enfant est allé beaucoup trop haut parce que sa préoccupation, c'est la sécurité de son enfant. Elle a peur que le père l'échappe. Donc, vous voyez que subjectivement, la perception ou l'évaluation qui est faite sera très différente. Dans les situations professionnelles, on ne peut pas s'en tenir à une évaluation subjective. Alors, il faut vraiment que nous ayons une mesure de ces situations. Alors, évaluer en éducation, c'est interpréter les résultats obtenus de la mesure des apprentissages par des instruments adéquats. Donc, les instruments que je dois utiliser doivent être adéquats par rapport à ce que je veux mesurer, pour prendre des décisions par rapport à des critères donnés touchant l'adéquation des apprentissages. Donc, je dois avoir des critères pour me dire, est-ce que ces apprentissages sont suffisants? Est-ce qu'ils sont au niveau désiré? On va couper. Alors, évaluer les apprentissages, c'est donc 4 choses. C'est recueillir des informations grâce à des instruments de mesure. Ça peut être des textes que je fais écrire, ça peut être des questionnaires, ça peut être des exposés, peu importe. Donc, je crée un instrument qui me permet de recueillir des informations sur ce que les étudiants ont appris. Le deuxième temps, c'est d'interpréter les informations recueillies. Donc, j'ai une mesure, j'ai le résultat d'une mesure, je dois aller à une évaluation, donc à interpréter ces résultats. Le troisième moment, c'est de porter un jugement de valeur. Est-ce que ce que j'ai pu observer est suffisant ou n'est pas suffisant pour continuer? Et de prendre des décisions. Est-ce que je dois corriger? Est-ce que je peux laisser aller? Est-ce que l'étudiant a tout ce qu'il faut pour poursuivre son cheminement? Alors, selon les décisions qu'il y a à prendre et selon qui doit prendre la décision, nous aurons différents types d'évaluation. Alors, dans une évaluation qui cherche à identifier les besoins d'apprentissage, qu'est-ce que les étudiants doivent apprendre? Alors, à ce moment-là, je vais me donner un outil qui va me permettre de savoir ce qui manque aux étudiants. Et j'appellerai cet outil un outil d'évaluation diagnostique. Donc, je dois faire un diagnostic de la situation. Et à partir des résultats, je pourrai organiser mon cours pour que les étudiants acquièrent les connaissances qui leur manquent. En cours d'apprentissage, si je veux fournir à l'étudiant un instrument qui lui permet de savoir si c'est correct, le temps d'étude qu'il a consacré, ou la manière d'étudier, ou les résultats qu'il a obtenus, si c'est suffisant, je vais utiliser un type d'évaluation que je vais appeler l'évaluation formative. Donc, c'est fournir à l'étudiant l'information nécessaire pour que lui prenne des décisions.
Si je dois aborder l'évaluation de manière à fournir soit à l'administration ou à mes collègues l'information sur l'apprentissage qui a été fait dans mon cours, eh bien, j'aurai une forme d'évaluation que j'appellerai l'évaluation sommative. C'est l'évaluation qui fait le tableau total, qui fait l'ensemble, qui permet de se prononcer sur l'ensemble du processus d'apprentissage pendant un cours. Alors, on voit ici que selon l'usage, selon la personne qui a des décisions à prendre, j'ai des types d'évaluations différents. Donc, ce n'est pas la forme de l'instrument qui définit si c'est une évaluation diagnostique, si c'est une évaluation formative ou une évaluation sommative. C'est son usage et celui qui l'utilise. Souvent, on a confondu la forme de l'instrument avec sa finalité. Donc, bien souvent, dans la tête des enseignants, l'évaluation formative, c'est une évaluation qui ne compte pas. Ce n'est pas vrai. Je peux très bien utiliser un instrument d'évaluation sommative pour des fins formatives. Si je le remets et que je le travaille avec les étudiants, eh bien, cet instrument devient formatif. L'autre élément, c'est que l'évaluation sommative qui constitue à la fin d'un cours, on l'a souvent détériorée avec la notion d'évaluation continue. Dans l'évaluation continue, si je vais chercher des petits moments d'information et que je ne fais que cumuler l'ensemble des notes, donc j'ai obtenu 5, j'ai obtenu 6, j'ai obtenu 10, l'inconvénient avec ça, c'est que je n'ai jamais un tableau total des apprentissages qui ont été faits. Donc, je réduis l'apprentissage à des petites choses. Et ce n'est que petit, petit, petit. Et jamais l'étudiant est amené à mettre ses apprentissages ensemble pour faire des tâches plus complexes. Donc, il ne faut pas réduire l'évaluation sommative au cumul de petites évaluations. Il y a des évaluations qui doivent être synthèses. Il y a des évaluations qui doivent être le moment où l'étudiant met ensemble les choses qu'il a apprises. Donc, l'évaluation, elle peut être diagnostique, elle peut être formative ou elle peut être sommative avec des instruments qui peuvent être tout à fait analogues. Ça dépend de la finalité suivie. L'évaluation formative, c'est donc le résultat de mesures utilisées par l'étudiant pour guider ses apprentissages. Donc, c'est l'étudiant qui est au cœur de celui qui aura des décisions à prendre. La forme de l'instrument peut être très variable. Par exemple, dans un cours de pédagogie, je peux demander aux participants dès la première rencontre, d'écrire sur une feuille de papier quelle est leur définition de l'enseignement. Après un module, après 2 modules, je peux demander aux étudiants de reprendre leur feuille et de comparer leur définition avec ce qu'ils viennent d'apprendre. Donc, c'est l'étudiant, c'est la personne qui est en apprentissage qui va utiliser l'instrument. C'est parfois très simple. Donc, à partir d'une définition donnée, je regarde au cours de la formation son évolution. Est-ce que je l'ai changé? Et qu'est-ce qui a changé? Et c'est ce qui me permet de voir que j'ai progressé, que mes apprentissages ont servi à quelque chose. Parfois, l'instrument est beaucoup plus élaboré. Par exemple, dans cette grille que nous avons au tableau, qui est une grille d'évaluation des exposés oraux. Ce qui est important, c'est que la même grille soit utilisée à toutes les occasions où l'étudiant aura un exposé à faire. Il ne faut pas changer les critères d'évaluation d'un enseignant à l'autre, d'une situation à l'autre. En ayant toujours la même grille, l'étudiant est capable de voir s'il a progressé dans chacun des points nécessaires à un exposé. Alors,
cet instrument va lui permettre, avant de faire un deuxième exposé, de regarder où étaient les points faibles et d'améliorer ces éléments-là. Les points forts, il n'a pas besoin de les retravailler parce qu'il les maîtrise déjà. Donc, il travaille les points faibles. Et à force de travailler les points les plus faibles d'un exposé à l'autre, eh bien, il va voir comment il peut progresser. L'autre élément important, c'est que la même grille, au début, elle sera remplie par le professeur. Dans un deuxième temps, on va demander à l'étudiant de la remplir lui-même après qu'il a préparé son exposé ou donné son exposé. Et il compare ces données avec celles du professeur. Donc, quel est son jugement à lui, quelle est la mesure qu'il fait de sa performance, et il la compare au jugement fait par le professeur avec le même instrument. Et dans un troisième temps, il pourrait y avoir la même grille utilisée par l'étudiant, par les spectateurs, donc par ses collègues, et par le professeur, et en comparant le jugement de ces trois groupes, eh bien, l'étudiant apprend à lui-même s'appliquer les critères de qualité d'un bon exposé.